On va commencer à l'heure. Régime Tshisekedi, il faut dire ça, l'ombre du régime Tshisekedi plane sur l'exécution de l'ancien ministre Chouida. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, nous nous rencontrons dans cette salle à l'occasion de la conférence de presse pour M. Salomon Idi Kalonda, arrêté et détenu arbitrairement à Kinshasa depuis le 30 mai 2023. M. Salomon Idi Kalonda, pour ceux qui ne le connaissent pas, est conseiller spécial du président Moïse Katumbi. Il est aussi haut représentant du parti dans le Kivu, le Grand Kivu, c'est-à-dire le Maniema, le Sud Kivu et le Nord Kivu. Le parti vient d'être aussi endeuillé ce matin, donc ce jour, le 13 juillet 2023, par l'assassinat ignoble et barbare de l'ancien ministre de Transport et Communication, donc ministre honoraire, M. Chéribin Okende. Il a été, comme je l'ai dit, abattu dans sa voiture, enlevé dans le parking de la Cour constitutionnelle après avoir été invité par cette dernière pour être auditionné. Et pour ça, avant de continuer, je vous demanderai d'observer 1 minute de silence en sa mémoire. Merci. Le parti que je représente ici au Benelux dénonce cet assassinat et condamne avec fermeté cet acte barbare. Et sans ignorer que ceux qui sont derrière ces assassinats, en tout cas, je vous dirais, comme ce sont les militaires cagoulés qui ont opéré cet enlèvement, je pense, je dis bien, je pense, c'est l'ombre de certaines autorités de Kinshasa qui seraient derrière cette opération. Et ils nous ont déjà lancé un message qu'ils ne seront pas pitoyables. Donc, ils seront impitoyables pour tous ceux qui vont attaquer le pouvoir en place. C'est une occasion pour moi de demander aux avocats ici
de mettre ces points à l'ordre du jour parce que ce n'était pas prévu. La conférence était centrée essentiellement sur le dossier de M. Salomon Idi Kalonda. Étant donné que c'était un dossier brûlant, en tout cas, je leur demande d'ajouter ces points pour dénoncer justement ce qui se passe dans notre pays. Et pour le travail, j'ai l'honneur de vous présenter les deux grands éminents avocats. Il s'agit de M. Alexis Dessoif, à ma droite. Il est avocat au barreau de Bruxelles et à la Cour pénale internationale. Et à ma gauche, j'ai l'honneur de vous présenter M. Dimitri Debeko, avocat aussi au barreau de Bruxelles. Lui est spécialiste en droit pénal et c'est avec eux que nous allons assister maintenant à ce point de presse. Monsieur Alexis, je vous accorde la parole. Merci, Monsieur Rachidi. L'heure est grave. Avec l'assassinat de Chérubin Okende, un point de basculement a été atteint. Cette conférence de presse organisée par l'équipe de défense de Salomon Kalonda était prévue depuis 48 heures. L'invitation avait été lancée et ce matin, nous avons appris l'horreur totale. Je le dis, ce point de basculement de l'assassinat de Chérubin Okende dans les conditions et les circonstances qui ont été rappelées par M. Rachidi. L'équipe de défense de Salomon Kalonda, M. Kalonda a été arrêté, comme vous le savez, le 30 mai dernier. Aujourd'hui, ça fait 45 jours qu'il est en détention. Quand nous avons été consultés, mon confrère Maître Debeko et moi-même, cette détention nous a semblé d'emblée une détention arbitraire, sans garantie procédurale. Maître Debeko y reviendra, dans un contexte très particulier de durcissement du pouvoir, des autorités. Et la première chose, comme avocat spécialiste en droit humain et défense des droits humains que je note dans le dossier de Salomon Kalonda, c'est finalement quelque chose d'assez classique utilisé par les pouvoirs autoritaires, c'est le détournement de la législation sur la sécurité nationale pour atteindre des opposants, des défenseurs des droits humains, des rivaux politiques. Et finalement, l'atteinte à la sécurité nationale est sortie du chapeau. Et vous savez les circonstances, c'est qu'il n'a pas été informé des charges qui pesaient contre lui personnellement. C'est lors d'une conférence de presse assez surprenante par les officiers de police judiciaire de l'ex-DEMIAP que ces éléments ont été rendus publics à l'encontre de toutes les règles prescrites en la matière. Et j'insiste vraiment sur ce détournement de la législation sur la sécurité nationale, qui est une accusation très vague, atteinte à la sécurité nationale. Il est très difficile de se défendre parce que c'est justement très vague. Et c'est un peu ce qu'on dirait la tarte à la crème pour justifier finalement une détention qui est injustifiable. Il est aussi, et je laisserai mon confrère développer ça, soustrait à la procédure classique avec des passages devant un magistrat pour être renvoyé devant la procédure militaire, les juridictions militaires sans garantie procédurale. On l'a mis dans l'invitation parce que je pense que c'est un élément central aujourd'hui sur lequel on se doit de revenir, et encore plus ce matin depuis l'assassinat de Chérubin Okende. Ce sont les déclarations du président Tshisekedi il y a quelques semaines à peine, et je le cite, il avait annoncé la couleur dans un discours très menaçant, et il avait dit « Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays, peu importe ce que l'on dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. » Cette déclaration
avec le recul que nous avons aujourd'hui, fait froid dans le dos. Salomon Kalonda en a fait les frais. Il est en prison. Visiblement, Chérubin Okende en a fait les frais et l'a payé de sa vie. Il y a, et je le disais, un point de basculement. Politiquement, on ne peut s'empêcher d'avoir l'impression qu'il y a un pouvoir aux abois, un président qui sait pertinemment qu'il a terminé les dernières élections à la 3e place, qu'il est devenu président par des circonstances exceptionnelles sur lesquelles je ne reviendrai pas, et qu'il n'a aucune chance de rempiler par la voie des urnes à la régulière. Ce qui se joue aujourd'hui au Congo, ce qui se joue aujourd'hui à Kinshasa, c'est la mise en œuvre d'un plan de reconduction de son mandat, en visant à travers Salomon Kalonda, Moïse Katumbi, dont Salomon Kalonda est un des principaux conseillers. On sait que Chérubin Okende était porte-parole du parti Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi, que Moïse Katumbi, malgré les craintes sur l'élection prévue le 20 décembre, les craintes que ce soit vraiment une élection démocratique, a maintenu et maintient sa candidature, contrairement à d'autres candidats potentiels, pour citer M. Fayoulou, qui visiblement était arrivé en tête de la précédente présidentielle, eh bien, ça s'inscrit dans ce contexte-là. Éliminer les opposants, éliminer des rivaux potentiels. Alors, le collectif des avocats congolais que nous rejoignons et que nous avons l'honneur de rejoindre, et c'est un travail complémentaire avec nos confrères à Kinshasa, et j'insiste sur ce point, a pris différentes dimensions. J'expliquerai la première et Maître Debeko expliquera notamment la deuxième. On a déposé une plainte ce matin, elle a été déposée officiellement ce matin, auprès de la Commission nationale des droits de l'homme. Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, présidée par Paul Nsapou, défenseur des droits humains bien connu au Congo et internationalement, qui préside la Commission nationale des droits de l'homme. Cette plainte de 5 pages détaille les faits, les circonstances de l'arrestation de Salomon Kalonda et également sa détention, les problèmes de procédure qui se posent. L'atteinte aux droits fondamentaux, ces droits humains violés par cette procédure. Et cette plainte, et c'est un point très important, elle est basée sur la loi qui institue la Commission nationale des droits de l'homme, qui permet ce mécanisme de plainte, qui confère un pouvoir d'investigation à la CNDH et qui peut viser des personnes. Alors la personne visée par la plainte, c'est le général-major Christian Daiwel Okura, en sa qualité de chef des renseignements militaires, l'ex-DEMIAP. Et au-delà du général-major Daiwel, toute personne commanditaire de l'arrestation et du maintien en détention de Salomon Kalonda. Et la CNDH, elle est, avec cette plainte, face à une mission très difficile. Alors évidemment, dans le cadre de ses pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, elle a accès, la CNDH, à toutes les prisons. Salomon Kalonda est détenu à la prison de Ndolo. Ils peuvent aller lui rendre visite, aller l'écouter, expliquer ce qui s'est passé, expliquer ce qu'il subit. Donc, ils ont un pouvoir d'accès immédiat à Salomon Kalonda, qui, je rappelle, et Maître Debeko insistera là-dessus, n'a pas eu accès immédiat à ses avocats. Ils ont un pouvoir d'investigation aussi vis-à-vis de personnes visées par la plainte.
Et je le dis en pesant mes mots, pour la CNDH, pour la Commission nationale des droits de l'homme, ce sera ce que j'appellerai un véritable crash test. Un test pour voir l'indépendance de la CNDH, la totale indépendance conférée par la loi, dans son fonctionnement, dans ses marges de manœuvre et dans ses conclusions. Et un crash test aussi pour voir comment les autorités au pouvoir au Congo vont réagir face à l'enquête et aux conclusions qui seront rendues par la CNDH. C'est pour ça que j'utilise le mot crash test pour la CNDH. Parce que si elle fait correctement son travail, il faut qu'elle puisse démontrer ce que nous, comme avocats, nous présentons comme élément à l'appui de cette détention qui s'apparente à une détention totalement arbitraire, avec des chefs d'accusation construits pour les besoins de la cause, mais qui ne résistent pas aux éléments apportés par le collectif d'avocats. Enfin, sans vouloir être trop long, je terminerai en disant que, avec Maître Debeko, nous planifions un déplacement à Kinshasa. Nous nous sommes présentés ce matin à l'ambassade de la République démocratique du Congo pour la demande de visa. Nous planifions un déplacement au début du mois d'août avec comme objectif très simple de pouvoir rencontrer évidemment Salomon Kalonda en espérant qu'à ce moment-là, début août, ce ne sera plus dans la prison de Ndolo, mais qu'il sera un homme libre. Pour rencontrer également l'auditeur général militaire, vu qu'il dépend de la procédure militaire, et enfin, de rencontrer le président et les membres de la Commission nationale des droits de l'homme à Kinshasa. On espère que les visas seront octroyés, que nous pourrons nous rendre début du mois d'août pour faire notre travail d'avocat en faveur de Salomon Kalonda. Merci beaucoup. Merci, Maître Alexis Dessoif, pour votre exposé. Et nous allons très vite accorder la parole à l'avocat Maître Debeko. Monsieur Dimitri, vous avez la parole. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Lorsque j'ai accepté cette mission, il y a à peu près un mois, je vous avoue que je ne pensais pas que la situation au Congo, la situation des gens que j'ai rencontrés et immédiatement appréciés, prendrait la tournure qu'elle a prise cette nuit. L'atmosphère était lourde ce matin en arrivant. Je le comprends, nous sommes tous bouleversés, nous aussi, sachez-le, par ce qui vous arrive. Je parle de plusieurs d'entre vous qui connaissent très bien la personne qui est décédée cette nuit. Mais il faut aussi savoir que nous ne sommes pas pour autant effrayés. Nous ne sommes pas comme avocats impressionnés, nous ne sommes comme avocats encore moins découragés. Au contraire, je pense que cette nuit, la mission qui nous est confiée a pris une importance supplémentaire et d'autant plus nécessaire et urgente. Nous sommes donc plus que jamais déterminés à la remplir et à faire ce qu'il y a lieu de faire pour que cette escalade dans la violence s'arrête le plus vite possible. En témoigne le fait que nous n'avons pas hésité à nous rendre ce matin ensemble à l'ambassade du Congo pour introduire une demande de visa. Alors avant le drame de cette nuit, la situation était déjà tragique pour un autre homme, notre client, M. Kalonda. M. Kalonda que nous espérons pouvoir rencontrer dans les prochaines semaines, que nous avons déjà l'impression de connaître un petit peu pour avoir rencontré son épouse, ses amis, ses partenaires politiques, et qui est en prison, faut-il le rappeler, depuis 44 jours, de manière manifestement totalement illégale. J'essaye d'analyser les choses comme juriste, non pas sur le plan politique, même si sur le plan politique, il y aurait déjà beaucoup de choses à dire, mais comme juriste, il est très clair que la situation est totalement contraire au droit national congolais et au droit international. On a quelqu'un qui est arrêté le 30 mai 2023, vers 10 h du matin, il est sur le tarmac de l'aéroport international de Njili à Kinshasa. Il est arrêté par les agents de la garde républicaine. On ne sait pas où il est emmené.
pendant plusieurs jours, sa famille ne le sait pas, alors qu'en tant que civil, il serait soumis à une garde à vue de 48 heures et il serait vu assez rapidement par un juge dans une procédure qui serait assez similaire à ce que nous connaissons en Belgique. Ce n'est pas le cas. Pendant 10 jours, il sera en garde à vue, ce qui pour un civil est absolument hallucinant. Il va être entendu à plusieurs reprises. J'ai encore eu un de ses avocats au téléphone ce matin qui m'a confirmé qu'il a été entendu le 5 juin, le 7 juin, le 10 juin, pendant des heures et des heures, sans avocat. Des avocats se présentent au commissariat de police et sont repoussés. Finalement, ce n'est qu'au bout de 10 jours qu'il sera transféré à l'auditorat militaire, toujours, qui va pour la première fois l'interroger en l'informant des accusations reposant contre lui. Chose extraordinaire, en fait, lui et ses avocats qu'il n'avait toujours pas rencontrés l'avaient appris quelques jours avant par une conférence de presse tenue par des officiers judiciaires rattachés au droit militaire. Finalement, il est transféré à la prison d'Endolo, prison réservée aux militaires, où il est toujours depuis 44 jours. Donc, si je dois résumer, nous avons un homme civil, opposant politique, qui n'est pas militaire, qui est détenu dans une prison militaire, qui est détenu depuis 44 jours sur base d'accusations manifestement totalement fallacieuses, qui ne repose sur aucun élément objectif, qui pendant 10 jours n'a pas eu accès à un avocat, qui pendant ces 10 jours a été entendu à plusieurs reprises sans avocat, pour lequel ces avocats ont introduit des demandes de libération auxquelles ils n'ont même pas obtenu de réponse, situation sur laquelle, en 44 jours, aucun juge n'a statué. Il n'y a pas un magistrat qui a été saisi et qui a pu être saisi de la situation de M. Kalonda depuis le 30 mai. Alors, c'est contraire au droit national congolais parce qu'évidemment, le droit national congolais prévoit une procédure avec beaucoup plus de garanties, mais justement, les responsables de cette situation ont voulu contourner cette situation en brandissant cette accusation, comme l'a dit Maître de Soif, qui permet de contourner toutes les garanties que prévoit le droit national, mais c'est aussi contraire au droit international. C'est évidemment contraire au pacte des droits civils et politiques dont le Congo, dont la République démocratique du Congo est signataire, dont le Congo a accepté de veiller à l'exécution. C'est la raison pour laquelle nous avons entamé les démarches pour une requête individuelle auprès du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Nous voulons saisir le droit international. Nous voulons saisir les instances internationales. C'est absolument indispensable. Maître de Soif vous a parlé de la démarche effectuée auprès du Congo. Nous allons demander à ce qu'au Congo, les organismes compétents prennent leurs responsabilités. Effectivement, la mission est difficile. Mais nous allons nous demander aussi que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, que les Nations Unies prennent leurs responsabilités. Une requête individuelle va être déposée dans les 48 heures avec une demande de mesures urgentes. Une plainte va aussi être déposée auprès du groupe de travail sur les détentions arbitraires, toujours à Genève, toujours aux Nations Unies, parce que les 44 jours de détention de M. Kalonda constituent bel et bien une détention arbitraire sur le plan national, au regard du droit international également. Nous allons tout faire pour que le pouvoir en place, pour que ceux qui sont manifestement responsables de cette situation et dont l'avenir dira s'ils ont fait bien pire encore cette nuit, sachent que la communauté internationale les regarde, que la communauté internationale voit ce qui se passe et que la communauté internationale ne fermera pas les yeux sur ce qui se passe. C'est notre mission et nous la prenons très à cœur. Je voudrais enfin dire un mot aussi sur la Belgique. Il y a la communauté internationale, il y a Genève, et puis il y a Bruxelles, il y a la Belgique. Au mois de février, la ministre des Affaires étrangères s'est rendue au Congo. Le roi s'est rendu au Congo. D'une manière que certains, et j'ose le mot pour les qualifier d'un peu paternaliste, on a appelé à des élections démocratiques au Congo. Si c'était sincère, si on pensait vraiment cela, la Belgique, notre ministre des Affaires étrangères, ne peut pas non plus fermer les yeux sur ce qu'il se passe et devra aussi montrer que derrière les paroles, il y a les actes et surtout, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. La diplomatie a ses limites, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter
Et je terminerai pour parler de la Belgique en ayant un mot et une pensée, parce que je vous avoue que c'est ce qui m'a convaincu aussi d'accepter cette mission, pour la famille de M. Kalonda. La femme de M. Kalonda vit en Belgique. Lui a vécu en Belgique longtemps. Ils ont des enfants ici. Il y a des jumeaux qui sont nés peu avant son arrestation. C'est à eux que je pense aussi au moment où j'introduirai ma requête auprès du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Dimitri Debeko. Mesdames et messieurs, vous avez entendu, vous avez suivi religieusement les deux éminents avocats qui ont présenté leurs exposés. Maintenant, nous allons passer au jeu des questions et ils sont à votre disposition pour y répondre. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Pierre Benazet, RFI, j'ai deux questions techniques. C'est pour vous, maître. De quand date la création de la CNDH et est-ce que vous vous souvenez de l'occasion à laquelle les déclarations qui étaient dans l'invitation et que vous avez rappelées ont été faites par M. Tshisekedi? Alors, c'est la loi organique 13/011 du 21 mars 2013. Donc, la loi organique 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. L'article 5 permet à la Commission nationale des droits de l'homme d'exercer son action à l'égard de personnes physiques. Et donc, nous visons le général-major Ndaiwel. L'article 6 donne des pouvoirs assez étendus à la Commission. Je relève tout ça dans la plainte qu'on leur a adressée. Voilà. Alors, la deuxième question, cette déclaration, c'est un discours qu'il a tenu à Mbuji-Mayi, début du mois de juin, je pense. Pardon? Début. Le 25 juin? D'accord, le 25 juin, c'était à l'occasion de, je crois, de l'anniversaire du jubilé de l'archevêque, hein, c'est ça. Voilà. Voilà. Discours plus que controversé par rapport à l'Église, mais avec cette déclaration qui, comme je le disais aujourd'hui, prend une coloration toute différente et fait effectivement froid dans le dos. Et qui est difficilement compatible avec ce qu'on a entendu de sa part à l'époque où il était opposant politique. Merci, monsieur Maître. Pour vous, monsieur Nicolas Barras de l'agence Belga. Pour monsieur Rachidi, est-ce que ce qui s'est produit, ça vous découragerait ou ça dissuaderait votre parti de maintenir des candidats aux élections qui se profilent, présidentielles, je crois aussi provinciales, qui sont dans le même période de temps? Le parti Ensemble pour la République ne sera jamais découragé. Par contre, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous ne pouvons jamais laisser le boulevard à Félix Tshisekedi de tricher. Parce que tout ce qu'il fait, il est en train d'intimider notre parti et notre président pour qu'il ne puisse pas se présenter aux élections présidentielles. Ça ne peut jamais nous décourager. Par contre, nous sommes déterminés et engagés pour l'affronter aux élections et à coup sûr, nous allons les battre. Malgré toutes les tentatives qu'il est en train de mener pour qu'il puisse tricher. Donc, c'est ça la réponse du parti, parce que je suis le représentant du parti ici en Belgique, c'est la position aussi du parti. Je crois que vous avez suivi que les autres ne veulent pas s'engager, mais nous avons déjà envoyé tous nos candidats aller déposer leur dossier dans des différentes commissions, dans des différents bureaux électoraux. Donc, c'est ça notre position, monsieur le journaliste. Oui, madame. Marie Curie, correspondante de Télé 50 à Bruxelles. Ma question
c'est de savoir, il y a la présomption de l'innocence dans tout, parce que vous êtes les hommes vous êtes de droit et de loi aussi. Et ne pensez-vous pas que quelqu'un d'autre peut utiliser et profiter de paroles du chef de l'État pour commettre cet acte irréparable que nous regrettons tous? Merci. Excusez, madame, vous posez la question aux avocats? Oui. D'accord. Vous avez tout à fait raison, madame. Je vais répondre puisque j'en ai parlé également. Moi, je ne connais certainement pas assez bien la situation au Congo pour me permettre de rendre un jugement aujourd'hui, et ce serait totalement contraire à mes principes. C'est pour cela que j'ai bien précisé que s'il s'avérait que ce sont les mêmes qui ont procédé à l'arrestation de M. Kalonda que ce qui s'est passé cette nuit, eh bien, la situation serait d'autant plus tragique et la communauté internationale devrait d'autant plus intervenir. Maintenant, vous admettrez avec moi que les similitudes sont assez troublantes, assez frappantes, mais nous restons prudents. Et à ce stade, notre mission, je le rappelle, se limite à M. Kalonda, mais nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de ce qui s'est passé cette nuit. Oui, sur ce qui s'est passé cette nuit, moi, l'élément qui me frappe, c'est l'enlèvement sur le parking de la Cour constitutionnelle. C'est pas ailleurs, dans un endroit sombre, dans une ruelle. Non, c'est le parking de la Cour constitutionnelle où il était invité à se présenter. Et l'enquête devra, et il y a des témoins, devront préciser les circonstances, mais pour quelqu'un qui est député national, sauf erreur de ma part, ancien ministre, porte-parole du principal parti d'opposition qui a déclaré son intention de présenter son candidat, son président à l'élection présidentielle, voir le porte-parole assassiné dans ces circonstances-là est extrêmement interpellant. Et le point culminant, et c'est pour ça que j'ai utilisé le mot de basculement tout à l'heure, un point culminant dans ce qui s'est passé avant, et notamment vis-à-vis de notre client Salomon Kalonda, avec son arrestation à l'aéroport le 30 mai, sa mise au secret, cette détention qui s'est poursuivie sans qu'il ait accès à sa famille, sans qu'il ait accès à ses avocats. Et maintenant, depuis, ça dépend comment on compte, mais si on compte le jour d'aujourd'hui, en plus, on est à 45 jours de détention depuis le 30 mai. Voilà. Oui, madame. Oui, c'est utile d'utiliser le micro parce que je rappelle qu'on est en live streaming et que cette conférence de presse est diffusée aussi au Congo et ça nous permet de saluer les journalistes qui nous suivent depuis le Congo. Merci. Mon nom est Lila Lefebvre de Atypique TV, la télévision francophone internationale en ligne. Une question à Maître Dessoif et une autre rapidement aussi à Maître Debecco. Pour Maître Dessoif, vous ne pensez pas que votre démarche risque d'avoir un effet contraire? Le fait, je vais rappeler rapidement un fait similaire. Le Congo est un pays souverain. Il aimerait certainement peut-être résoudre ses problèmes en interne. Vous avez fait la même démarche par rapport à un journaliste d'un autre pays africain, l'Algérie en l'occurrence, Monsieur El Kadi. Il avait été condamné pour 5 ans avec 3 ans ferme par rapport à des faits de droit commun à cause, en tout cas ça a beaucoup influencé, à cause du fait que on a voulu s'immiscer dans leurs affaires intérieures. On appelle ce journaliste à écoper de 7 ans, dans 5 ans ferme.
Ma question à Monsieur Debeko, qui va dans le même sens. Vous avez qualifié tout à l'heure pardon, la visite du roi des Belges au Congo comme étant, entre guillemets, paternaliste. Vous ne pensez pas que vous êtes en train de suivre aussi la même, vous allez dans la même voie aussi, vous émissez, vous ingérez dans les affaires intérieures d'un pays souverain de 110 millions d'habitants, le plus grand pays francophone du monde. Merci. Bien, alors je précise, comme je l'ai dit au début, que Maître Debeko et moi, nous intervenons d'abord dans le cadre d'un collectif d'avocats congolais à la demande de la famille de M. Kalonda et de ses amis et de ses compagnons de route politiques, et que notre démarche s'inscrit dans cette démarche collective de ce collectif de défense des avocats. Avec finalement un aspect et une dimension internationale à la défense, notamment des procédures menées devant les instances onusiennes. Je pense qu'il faut voir cette démarche dans cette optique-là. La comparaison que vous faites avec le cas du journaliste algérien El Kadi, je ne pense pas que c'est pour ça que la peine en degré d'appel a été aggravée. On sait que les cours d'appel sont parfois plus sévères encore que les tribunaux d'instance. Et il ne faut pas voir cette démarche comme une ingérence dans un pays souverain. Non. Le Congo, comme la Belgique, a signé et ratifié des conventions internationales. À l'heure de la mondialisation, de la circulation de l'information et des intérêts et de la situation géopolitique, tout s'internationalise et permettait aussi que la défense de personnes en danger s'internationalise aussi. C'est l'universalité des droits humains et les droits humains et les libertés fondamentales de M. Salomon Kalonda qui sont bafoués par un pouvoir qui prend une dérive dangereusement autoritaire en vue de se maintenir en place, les droits de M. Salomon Kalonda doivent être défendus. Et c'est un honneur pour nous, comme avocats au barreau de Bruxelles, de participer à ce collectif de défense, main dans la main avec nos confrères congolais. Oui, je voudrais quand même dire un mot aussi, j'irai dans le même sens que Maître de Soif. D'abord, je vous remercie pour la franchise de votre question. Elle a le mérite de la sincérité, et je crois qu'il est important que nous soyons conscients que certains peuvent interpréter notre démarche comme une ingérence dans ce qui se passe au Congo. Maintenant, je voudrais clarifier aussi quelque chose. Nous ne présentons pas une défense politique. Je n'ai certainement pas la prétention de vouloir dire qui devrait diriger le Congo, qui devrait remporter les élections, même si je suis à côté ici du porte-parole en Belgique du parti politique dont fait partie mon client. C'est par solidarité pour la situation de son partenaire politique, mais nous intervenons sur le plan juridique. Et à partir du moment où nous sommes consultés par un homme qui est en prison militaire, dans un pays qui manifestement ne semble pas, en tout cas dans sa situation, respecter les droits fondamentaux auxquels il a droit, qui ne semble pas respecter le traité que ce même pays a ratifié, traité dont ce même pays a accepté qu'en cas de violation, il soit soumis à des recommandations par le comité auquel moi je fais appel. Que reste-t-il d'autre à cet homme que d'appeler à l'aide un pays proche, d'appeler à l'aide le pays où vit sa femme, où vivent ses enfants, et de faire appel à des avocats comme Maître de Soif et moi, qui ne sommes pas dans une défense politique, mais qui sont fondamentalement attachés à la liberté, au droit de chacun d'être informé de ce dont on l'accuse et de disposer d'un recours à un juge. Qui que ce soit, dans quelque pays que ce soit, même si c'est le plus souvent devant les juridictions belges, si quelqu'un est dans cette situation-là et nous appelle à l'aide, eh bien, lorsque nous avons l'impression d'avoir affaire à des personnes de confiance qui ne recherchent que la liberté de leurs amis, de leurs partenaires politiques, nous répondons à cette aide. Et il n'y a là,
en tout cas, croyez-le, aucune volonté de paternalisme. Merci, maître. Y a-t-il une autre? Oui. Cher Je vais Raphaël. poser la question à Maître Dimitri Beko, en tant que, surtout casquette de pénaliste. Existe-t-il de mécanismes similaires auxquels on pourrait intenter un procès au niveau de Bruxelles? Parce que Maître Dessoal a parlé de dépôt de la plainte au niveau de la Commission des droits de l'homme à Kinshasa. Je voudrais savoir si il y a des procédures qui peuvent permettre à la déposition d'une plainte au niveau des tribunaux belges. Oui, c'est une excellente question que nous avons évidemment envisagée. Ça aurait été possible à l'époque de la loi de compétence universelle. Cela a d'ailleurs été fait quelquefois. Maintenant, vous savez ou vous ne savez pas, mais que la loi de compétence universelle a été abrogée. En réalité, une partie a été transposée dans le code d'instruction criminelle belge et une plainte ne peut être déposée en Belgique pour des faits commis à l'étranger qu'au moyennant certains critères de rattachement, notamment le fait que la victime soit résidente belge ou éventuellement que l'auteur puisse être trouvé au moment où je vous parle en Belgique, voire éventuellement que des conventions internationales imposent à la Belgique de poursuivre indépendamment de tout lien de rattachement territorial. Nous avons examiné la question, nous ne l'excluons pas encore, mais il nous a paru le plus urgent de faire ce qui était le plus évident, c'est-à-dire s'adresser aux autorités congolaises responsables du respect des droits de l'homme au Congo et les instances internationales. Pour une plainte en Belgique, nous sommes plus réservés en raison de l'abrogation de la loi de compétence universelle, mais nous ne l'excluons pas encore. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, monsieur Robert. Bonjour, c'est Robert Luemba, Assemblée pour la République dans les Benelux. Avant de poser, disons, je n'ai pas une question, mais juste, je pense, pour ajouter un point, parce que nous sommes devant des spécialistes en droits humains et droit pénal. Mais avant de poser, avant de donner ma suggestion, je voulais juste nuancer à la préoccupation de la représentante de la Télé 50. Donc, la citation que Maître a citée ici, de M. Félix Tshilombo, c'est un fait. C'est un fait qui est réel, qui est palpable. Donc, c'est lui qui a dit que c'est lui qui osera. Donc, que ce soit que la personne qui profite de cette citation-là, qui émane de Félix Tshilombo ou d'une autre personne, c'est Félix Tshilombo qui a incité. La citation est claire. Donc, et puis au Congo, il n'y en a pas des garants. Le garant de la nation, c'est M. Félix Tshilombo. Il s'est permis de faire cette déclaration-là qui est punissable devant les droits humains. Et pour madame qui parle de souveraineté, et comme l'a expliqué maître, bon, excusez, permettez-moi, donc le maître a dit que c'est une franchise, mais permettez-moi de vous dire, est-ce que la souveraineté a son sens rien que pour la coopération, pour venir solliciter donc la coopération pour financer les opérations au Congo, mais quand il fallait faire la criminalité, la souveraineté n'a plus de sens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc voilà. Donc quand il fallait faire la coopération, Denis Kadima vient ici pour venir quémander, pour avoir l'argent pour faire les élections. On ne parle plus d'ingérence. Mais maintenant, quand il fallait tuer les gens, ça devient, non, c'est la souveraineté. Donc, cette façon de voir les choses, nous, on peine. Moi, j'ai eu cette information de Chérubin depuis 2 heures du matin, 3 heures du matin. J'ai cherché pour savoir si c'était vrai. Et j'ai téléphoné, et je ne cache pas, j'ai téléphoné le conseiller qui représente le président ici, le conseiller Dom Pierrot, pour confirmer la nouvelle. Il m'a confirmé. Donc, nous peinons pour cette nouvelle-là. Alors, ça ne doit pas être chaque fois, quand on parle de la coopération, on ferme les yeux. Mais quand on tue les gens, ça devient souveraineté. Donc, cette procédure-là, ça ne marchera plus. Parce que nous souffrons avec ce qui est en train de se passer. Mais c'est Félix Tshilombo, il a vécu ici en Belgique. Il a fait des bêtises ici en Belgique. Et c'est que parce qu'il est président maintenant, il faut fermer les yeux. Mais nous, on ne va pas les lâcher. On ne va pas les lâcher parce qu'il est en train de déconner.
Donc, pour venir, ce n'est pas vous, mais c'est une question de franchise. Merci, Moi, monsieur Robert, merci. Pardon. Alors, pour venir dans le cas, excuse-moi, parce que voilà, pour venir par rapport à nos deux représentants, est-ce que Maître Alexis et Maître Debeko, est-ce que dans ces contextes, on peut encore parler des élections crédibles au Congo? Ça, c'est de 1. De 2, qu'en est-il, parce que tout ce qui se passe là, c'est Katumbi qu'on vise. Qu'en est-il pour la protection de tous les opposants au Congo? Parce que maintenant, il y a Hitler, un nouveau Hitler qui est au Congo. Merci. Oui, j'aimerais répondre à votre question, mais je ne pense pas que j'ai les compétences pour me prononcer sur les élections au Congo cette année. Ce n'est pas la mission non plus qui est la mienne. Moi, j'essaie d'obtenir la libération d'un homme qui est détenu, selon moi, arbitrairement, et l'avenir dira ce qu'il se passera. Je vous remercie. Merci beaucoup. Par contre, l'inquiétude est grande pour toutes les personnes engagées en politique, dans l'opposition, les candidats aux futures élections. Et ça, c'est un sujet de préoccupation majeur parce que on parle de la liberté d'un homme, Salomon Kalonda, mais on parle de la vie d'un homme, Chérubin Okende, qui est décédé, qui a été assassiné cette nuit. Et donc, effectivement, probablement d'autres personnes sont en danger. Monsieur Declercq, c'est quoi? C'est la dernière question. Oui, monsieur Hubert. Ok, Hubert Leclerc, La Libre Belgique. Je voulais simplement qu'on puisse revenir sur les éléments à charge de Salomon Kalonda, parce qu'on a parlé d'éléments qui étaient peu crédibles, mais quels sont réellement les éléments qui sont donnés comme qui sont reprochés à Salomon Kalonda? Oui, donc on peut reprendre les éléments qui sont reprochés, hein, et je rappelle quand même les circonstances très surprenantes dans lesquelles l'équipe de défense a été informée de ces charges. Donc, il est accusé, donc c'est une conférence de presse, hein, donc fait assez inhabituel, au lieu d'être notifié, que les charges soient notifiées, c'est à l'occasion d'une conférence de presse des OPJ, donc officiers de police judiciaire des services de renseignement. C'est clairement pas habituel, c'est plutôt exceptionnel que les 3 accusations ont été rendues publiques. Voilà, alors qu'une instruction normalement doit être secrète et c'est la personne concernée qui doit être informée et ses avocats. Là, c'était le public par la conférence de presse. Détention illégale d'une arme de guerre, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, atteinte à la sûreté de l'État en vue de réaliser un coup d'État pour y placer un Katangais. Voilà ce qui a été communiqué à la conférence de presse. Alors, des éléments sur lesquels des explications ont été données. Donc, vous savez aussi que durant la période où il était au secret, des perquisitions ont été menées à son domicile, mais aussi au domicile de sa mère, en dehors de tout cadre légal, sans mandat. Des objets personnels ont été emportés, des documents, des ordinateurs, des téléphones ont été emportés. Pas de notification de la perquisition, pas de mandat du parquet. Voilà, donc par rapport aux éléments liés à la détention d'armes, ça se dégonfle complètement. Clairement, les éléments avancés sont vides de tout contenu et impossible à attribuer à M. Kalonda. J'ai dit ce que je pensais de l'accusation d'incitation à des militaires de commettre des actes contraires au devoir et à la discipline et l'atteinte à la sûreté de l'État. C'est une accusation très grave et une législation de la sécurité nationale qui est classiquement par les pouvoirs autoritaires
c'est un peu comme la législation antiterroriste. C'est un peu les deux législations qui sont classiquement détournées de leur objectif pour atteindre des opposants ou des défenseurs des droits humains. Parce que ce sont deux lois, deux législations, deux crimes qui ne nécessitent pas de rentrer dans les détails, qui font très peur. Et donc, on se dit, ah, mais il y a des bonnes raisons d'arrêter, parce que lutter contre le terrorisme, c'est important. Sauvegarder la sécurité nationale, c'est important. Et donc, ça fait peur au public. Et c'est utilisé, c'est détourné pour finalement éliminer des opposants, éliminer ou discréditer des défenseurs des droits humains. On le voit dans d'autres dictatures, d'autres pouvoirs autoritaires. Et finalement, c'est un bon baromètre de l'état de l'autorité en place quand on commence à utiliser ces législations contre des opposants ou des défenseurs des droits humains. Et c'est ça qui est en train de se passer à Kinshasa, dans ce contexte préélectoral où on est à 5 mois de l'échéance, avec un président qui garantit que les élections auront lieu avant l'échéance, à savoir le 20 décembre 2023, et qui s'en prend au camp qui a déclaré sa participation, contrairement à d'autres candidats potentiels. Merci, Maître. Oui, peut-être juste un mot. C'est difficile évidemment de rentrer dans les détails. Je ne sais plus de qui venait la question. Oui, monsieur Lubin, du dossier. Mais on a évidemment des informations là-dessus. Et quand on dit que les accusations paraissent tout à fait fallacieuses, on ne se permet pas de dire ça à la légère. En réalité, il y a deux choses. Il y a la détention d'armes dont il s'avère manifestement que quelqu'un d'autre en était détenteur. Ça semble assez clair et difficilement contestable. Et le reste des accusations repose sur des contacts avec des personnes que notre client avait toutes les raisons de connaître, sans que cela puisse le moins du monde justifier les accusations portées contre lui. Il s'est longuement expliqué là-dessus. Et des renseignements que nous avons, les auditions d'ailleurs tournent en rond et sont en réalité un simulacre d'audition sur des éléments à charge qui n'en sont pas. Voilà, maintenant on verra ce que dira l'avenir, mais c'est notre conviction en tout cas. Maître Alexis Dessoif vient de me signaler qu'on a encore du temps. S'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser, en tout cas, on est là pour écouter vos questions et ils sont là pour répondre. On peut continuer. Ou alors des interviews en individuel. Je sais qu'il y a des contraintes radio ou images parfois qui nécessitent d'avoir d'autres prises de parole ou prises d'image qu'une conférence de presse. Oui. Vous voulez? Après. Oui, monsieur Robert. Maître Alexis, si vous êtes dans les droits humains, qu'en est-il de M. Pouella, le ministre des droits humains en RDC? Est-ce que vous avez un rapport, parce que c'est lui qui devait s'en occuper de ces dossiers-là, qui est en train de terroriser les Congolais? Merci. Je vais être très bref dans ma réponse. Poser la question, c'est y répondre. Je n'ai pas de réponse. Encore une autre question? Je crois que la série de questions est terminée. Alors, les avocats sont disponibles pour des interviews. Et il y a peut-être de l'eau à boire à côté. Voilà. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre participation. Merci beaucoup.